Alors, je voudrais partir d'une petite note écrite par Georges Huysmans en mai 1954, que nous avons retrouvée avec Hélène dans les archives. Mai 1954, je le cite. « Je viens d'avoir 65 ans, le 3 mai, et je considère que ma vie est terminée. Tout ce qui désormais me restera à vivre, les années ou les jours qui me sont échus, je les considère comme un rabiot de la survie. J'aurais dû et pu y rester de 1914 à 1918, et le hasard m'a épargné. J'aurais dû être fusillé de 1940 à 1944 par les Boches, ou mourir dans les chambres à gaz ou d'épuisement, comme Benjamin Crémieux. Et cette fois encore, je suis sorti. Jamais 203. Mais depuis la libération, ma vie n'a plus pour moi aucune saveur, car je me trouve dans un monde qui n'est plus le mien. Depuis 1940, avec les succès allemands, ma chance a tourné, mon étoile a pâli. Rien ne se déroule plus comme avant. Mais j'accepte tout avec une philosophie souriante. Je n'ai ni pessimisme ni rancœur. J'écris ces lignes dans mon bureau de Valmondois que le soleil inonde, les lilas sentent bon, le jardin s'embellit. Hier soir, en me promenant dans le jardin éclairci par la lune, je retrouvais mes sensations en mai 1944, lorsque, caché chez Madame Duc, aux portes de Vaison-la-Romaine, je faisais quelques pas la nuit dans son jardin, qui sentait bon aussi les lilas et les fleurs. J'étais sûr de m'en sortir, d'échapper aux Boches, et mon cœur était gonflé d'un espoir sans limite pour travailler à refaire la France nouvelle, pour l'œuvre qui attendait les types de ma classe. Et dans ces promenades nocturnes, je touchais déjà du doigt tout le bonheur que je retrouverais avec les miens. Une lettre m'avait pourtant mis en garde, car il avait vu clair et m'avait averti que je ne retrouverais jamais la direction générale des Beaux-Arts, tant toutes les ambitions et les convoitises étaient grandes autour de mon ancienne place. Je ne l'ai en effet pas retrouvée, mais c'est peu de choses. Ce qui est grave, c'est que je n'ai pas retrouvé la France qui a été égorgée ou emprisonnée, comme vous voudrez, par des imbéciles ou des traîtres qui ont fondé cette caricature de régime dit républicain qu'ils appellent la 4e République. J'aime beaucoup travailler et je vivrai maintenant très bien à la campagne, tout seul avec mes livres, un papier et un stylo. Mais j'ai assez d'esprit critique pour savoir que mon talent est mince. J'aurais dû rester universitaire, car comme médiéviste, j'aurais pu laisser une œuvre et refaire toute l'histoire de Paris qui est confiée à des idiots. Mais les événements en ont décidé autrement. Je fais de bonnes conférences, mais la conférence en elle-même n'a aucune espèce d'intérêt, pas plus que le blabla de la radio. Voilà ce qu'il écrivait en mai 1954. 3 ans après avoir rédigé ce billet, plein de désillusions, d'où la raison du titre de mon intervention de cet après-midi, Georges Huysmans va mourir dans des conditions assez tragiques puisqu'il sera atteint d'une artérite oblitérante qui le conduira à être amputé d'une première jambe, puis d'une deuxième, et qu'il mourra rapidement à la suite de cette deuxième opération. Il sera enterré le 3 janvier 1958 au cimetière de Valmondois. Ma grand-mère, dans un livre dont je vais reparler dans quelques minutes, ma grand-mère rappelle 2 moments de cette cérémonie. Le premier, très émouvant, souligne la présence de Marie-Jeanne Courteline, veuve de Georges Courteline, âgée de 90 ans, et qui gravit les pentes de ce cimetière pour se recueillir devant la dépouille de cet ami, se souvenant sans doute que Courteline, lui aussi, avait été amputé de ses 2 jambes et qu'il mourut dans cette situation. Mon grand-père affectionnait tout particulièrement l'œuvre de Courteline, qu'il connaissait par cœur, partageant avec lui cette ironie qui fit écrire sur la tombe de Courteline une de ses pensées, que je rappelle pour égayer mon propos. « J'étais né pour rester jeune et j'ai eu l'avantage de m'en apercevoir le jour où j'ai cessé de l'être. » Ce qui se trouve gravé sur la tombe de Courteline. Mais ma grand-mère
relate aussi une anecdote beaucoup plus grave et qui va nous placer au centre de la question de cet après-midi, de cette journée. J'ai dit à mes enfants qu'il y avait un être à qui je refuse ma porte s'il a le front de vouloir saluer dans son dernier sommeil celui qui l'a trahi si bassement, Jaugeard. Effectivement, il est venu. Jean-Claude lui a ouvert la porte et l'a chassé comme il a mérité de l'être. C'est de cette violence, de ce sentiment de trahison dont je voudrais rendre compte ici cet après-midi, à travers tentatives d'approche de ces motivations. Et pour cela, il est nécessaire de revenir sur quelques moments clés de la vie de Georges Huysmans. Et avant tout, je voudrais commencer par dire mes sources, et notamment ce livre écrit par ma grand-mère, Marcelle Huysmans, femme de lettres, militante de gauche et présidente notamment pendant une dizaine d'années de l'Union des femmes françaises, compagnon de route du Parti communiste français. En 1990, alors qu'elle vient d'avoir 91 ans, ma grand-mère, Marcelle Huysmans, ou plutôt Marcelle Georges Huysmans, comme elle aime à se désigner elle-même, entreprend d'écrire des mémoires, non pas ses mémoires, mais celles de son mari, Georges Huysmans, qui n'a jamais écrit les siennes. Elle rédige un manuscrit de 400 pages qu'elle intitule « Vie et mort d'un grand commis de l'État », reprenant une expression dont elle rappelle que c'est ainsi que Georges Huysmans se désignait lui-même quand il occupa les fonctions de directeur général des Beaux-Arts du 4 février 1934 à juin 1940. Mon père, Denis Huysmans, fit taper le manuscrit que sa mère avait rédigé à la main pendant de nombreux mois de l'année 1990. Ils continuaient ainsi le travail de mémoire qu'ils accomplirent ensemble, ma grand-mère et mon père, du mois de décembre 1957, quand mon grand-père est mort, jusqu'au mois de mars 1995, quand ma grand-mère mourut à son tour. Pendant ces 38 ans, Marcelle Huysmans et Denis Huysmans ont quasiment échangé tous les jours, notamment par téléphone la nuit jusqu'à 3 heures du matin, revenant le plus souvent sur l'histoire de Georges Huysmans. Quand le manuscrit de ma grand-mère fut terminé, et le récit se termine dans le cimetière de Valmondois à l'enterrement, alors qu'il commence à Valenciennes le jour de sa naissance, mon père se met en quête d'un éditeur pour le publier. Il comptait de nombreux éditeurs parmi ses amis et connaissances, lui dont les livres scolaires s'étaient vendus à des millions d'exemplaires. Il propose le manuscrit à Nathan, à Francis Esménard, son ami chez Albin Michel, à d'autres encore. Tous refusèrent de publier ce manuscrit d'une vieille dame de 91 ans racontant l'histoire d'un homme mort 30 ans auparavant que tout le monde avait oublié et qui n'intéressait aujourd'hui plus personne. Mon père n'eut pas le courage de rapporter ces mots à sa mère. Il lui dit seulement qu'il avait trouvé un jeune et nouvel éditeur. Et avec son ami imprimeur, il fit imprimer le manuscrit sous un titre un peu différent, « J'ai un bel avenir derrière moi ». Cette expression que Georges Huysmans avait reprise ou forgée, ulcéré de ne pas avoir retrouvé en 1944 son poste de directeur général des Beaux-Arts. Tout ce livre, d'ailleurs, de ma grand-mère, est l'explicitation, d'une certaine manière, de cette ulcération jamais cicatrisée et dont sa femme et son fils portèrent eux-mêmes longtemps les stigmates. Une fois le livre imprimé, en affichant sur la couverture des éditions du Platane qui n'ont jamais existé, Denis Huysmans porta les exemplaires à sa mère, en offrit à ses enfants et à quelques-uns de ses amis, les mettant ainsi eux-mêmes dans la confidence. Mais un jour, ma grand-mère demanda à son fils si son livre se vendait bien. « Je crois, lui dit-il, mais le mieux est d'aller vérifier chez un libraire s'il est en bonne position. » Le lendemain, il emmenait sa mère, alors âgée de 93 ans,
à la librairie Gallimard du boulevard Raspail, librairie qui ne pouvait rien lui refuser, vu le nombre de livres qu'il y achetait quasiment quotidiennement. Il avait déposé 50 exemplaires du livre à la caissière, en lui demandant de faire une pile juste à côté de la caisse, pour bien convaincre ma grand-mère que ce livre se vendait bien. Elle en fut ravie. C'est évidemment la plus belle action morale que mon père a entreprise. Car au-delà de cette histoire, le récit de ma grand-mère est l'une des sources les plus précieuses d'informations sur Georges Huysmans. Et c'est à travers ces références que je voudrais revenir sur quelques moments clés de son existence. Et d'abord l'été 1940, où l'histoire de Georges Huysmans bascule, comme basculeront l'histoire de Jean Zay, de Georges Mandel ou de Pierre Mendès France et de bien d'autres. Il ne s'agit pas ici pour moi, d'abord parce que certains l'ont fait avant moi, de dire à quel point Georges Huysmans, sa qualité de directeur général des Beaux-Arts, a œuvré et notamment a préparé minutieusement, je dirais de façon générale, non seulement le sauvetage des œuvres, mais le basculement dans la guerre. Mais sans doute ce qui n'avait pas été prévu, c'est la défaite, ou du moins dans la défaite, son caractère si rapide et si bouleversant, comme précisément l'a relevé Marc Bloch dans son livre « L'étrange défaite », dont je rappelle, à travers une citation, la grande leçon. Marc Bloch écrit « Les Allemands ont fait une guerre d'aujourd'hui, sous le signe de la vitesse. Nous n'avons pas seulement tenté de faire pour notre part une guerre de la veille ou de l'avant-veille. Au moment même où nous voyions les Allemands mener la leur, nous n'avons pas su ou voulu en comprendre le rythme accordé aux vibrations accélérées d'une ère nouvelle. Si bien qu'en vrai, ce furent deux adversaires appartenant chacun à un âge différent de l'humanité qui se heurtèrent sur nos champs de bataille. Nous avons en somme renouvelé les combats familiers à notre histoire coloniale, de la sagaie contre le fusil. Mais c'est nous, cette fois, qui jouions les primitifs. À travers cette citation, Marc Bloch marque bien justement la précipitation et la vitesse avec laquelle nous avons été défaits. Justement, en juin 1940, ma grand-mère fait le récit de leur exode. Le gouvernement, écrit-elle, décide de quitter Paris, déclarer ville ouverte, et de se replier comme prévu en Touraine. Georges Huysmans se replie à Chaumont le 14 juin. L'entrée des Allemands à Paris, bien que prévue, nous serre le cœur. On parle maintenant d'un départ du gouvernement pour Bordeaux. Les antennes supérieures des ministères doivent-elles suivre ? Georges Huysmans décide de se rendre à Azel-Rideau, demander que faire à son ministre et vieil ami, Yvon Delbos, qui a remplacé Jean Zay, mobilisé dès le premier jour. Le directeur général des Beaux-Arts doit suivre le gouvernement à Bordeaux. Nous partons le soir et roulons sans incident notable toute la nuit. Sans doute, ma grand-mère donne-t-elle ici un récit de l'Exode un peu apaisé et qui ne restitue pas assez la dimension de panique dans laquelle ce voyage jusqu'à Bordeaux s'est effectué. Que Georges Huysmans ait été, comme sa femme l'indique, désemparé lors de ce mois de juin 40, où tout s'effondre, c'est sans doute une part de vérité. Mais faut-il aller jusqu'à accréditer ce récit proposé par Pierre Chaumer, justement dans son recueil « Il faut sauver la Joconde », que je cite, puisque les témoignages, finalement, sont assez rares. Il y a celui de Pierre Chaumer, il y a celui de Philippe Erlanger, et il y a celui de ma grand-mère. Voilà. Le 5 juin, Georges Huysmans me convoqua à Chaumont, où sa direction générale s'était pour la seconde fois repliée. Huysmans me reçut seul, dans l'ancienne chambre de la princesse de Broglie, dont il faisait son bureau et son séjour. Visiblement, sa toilette, elle, n'était pas faite.
et qu'importait ce détail. Il était à la fois déballé au dernier point et surexcité par une manière de folie obsidionale. Il avait quitté Paris sous l'impression du premier bombardement allemand, le 3 juin 1940, tenu par les spécialistes pour un bombardement d'essai et qui avait été meurtrier. Ses nerfs à vif s'étaient trouvés de nouveau irrités par une petite démonstration aérienne en face de Chaumont. Il restait à l'état de transe, mais fort clairvoyant quant à la situation militaire. Il la jugeait désespérée. Mais très au fait de la conjoncture politique, il redoutait l'effondrement du régime auquel il était attaché et des institutions qui l'avaient servi. Plus que d'être enfoui sur leurs décombres, il appréhendait, comme juif, de tomber aux mains des Allemands les horreurs du camp de concentration. 1940, Georges Huysmans était bien incapable d'évoquer des camps de concentration en Allemagne. Enfin, cet homme de valeur, qui avait été courageux en 1914, avait peur. Il ne le cachait pas, il le criait sur un ton messianique, en prophétisant ce qui se produirait dès la chute imminente de Paris, entendant déjà les chenilles des blindés sur les levées de la Loire. Je ne sais pas quel crédit il faut accorder à ce témoignage, mais il marque bien effectivement, en juin 1940, l'entrée pour Georges Huysmans dans la période la plus sombre de sa vie, où dès lors, jour après jour, se jouera le sort et la survie de sa famille et de lui-même. Car à travers tous les témoignages qui sont issus après la guerre, rien ne restitue le calvaire qu'ont été pour Georges Huysmans, sa famille et l'ensemble des Juifs réfugiés, les 4 années qui, de 40 à 44, les voient essayer de survivre. Un témoignage, celui de Jacques Carlu, son ami, en 1958, lorsque, chassé par les événements apocalyptiques de la dernière guerre, dans des conditions si monstrueusement inhumaines, grandes furent tes désillusions, tes souffrances morales et physiques, meurtries dans ta chair et tes convictions, comme dans ton sens de la dignité humaine, tu as su conserver la tienne avec fierté et courage. Cette plongée dans l'histoire, elle prend naissance autour de l'épisode fameux du Massilia, que relate en ces termes ma grand-mère. Le 16, à la suite d'un conseil des ministres dramatique, Paul Reynaud, décidé à continuer la guerre, fidèle à la parole donnée à l'Angleterre de ne pas signer de paix séparée, désavoué par une partie de ses ministres et soumis à l'influence néfaste de sa maîtresse Hélène Deportes, remet au président de la République Albert Lebrun la démission de son gouvernement. Il lui suggère de choisir pour son successeur le maréchal Pétain, qui forme en hâte, avec les éléments défaitistes présents à Bordeaux, le ministère de la soumission à Hitler. Peu après notre arrivée, nous avons appris par la radio que Churchill, le Premier ministre anglais, propose l'union totale de nos deux pays. Nous sommes submergés d'émotions. Hélas, il ne faut pas compter sur le gouvernement du maréchal Pétain pour comprendre et moins encore accepter un geste si généreux. Pour l'heure, Georges Huysmans est complètement désemparé. Y a-t-il une direction des Beaux-Arts dans cette ville, grouillante de monde, sans aucune communication avec le reste du pays, un ministre certainement hostile? Entre autres gens de connaissance, Georges Huysmans rencontre l'ambassadeur d'Angleterre, qui est un ami, et lui propose de nous embarquer tous pour l'Angleterre. Il refuse. Fonctionnaire français, il ne peut quitter son pays. Fin de citation. Cette décision que prend alors Georges Huysmans de partir sur le Massilia, poursuivre la guerre en Afrique du Nord, plutôt que de partir en Angleterre, il la regrettera toute sa vie, se reprochant de ne pas avoir suivi le conseil de sa femme, qui l'inclinait plutôt à rejoindre Churchill. Cette décision,
ma grand-mère et mon père, au cours de longues séances de pile-poule nocturnes, y reviendront sans cesse comme l'un des tournants essentiels de l'histoire de la famille. J'avais beau tenter, pour ma part, de comprendre les enjeux de leur débat, je n'y suis jamais parvenu jusqu'au jour où j'ai vu à la télévision le très beau film réalisé par Virginie Linhart en 2011, intitulé « Juin 40, le piège du Massilia ». J'ai compris alors qu'il s'agit d'un moment crucial, non pas seulement dans l'histoire de ma famille, mais dans l'histoire de France. D'abord parce que c'est à ce moment-là, dans ces conditions, que Georges Mandel décline l'invitation que Churchill lui adresse personnellement de rejoindre Londres. Mandel refuse et pense à ce moment-là que De Gaulle est mieux placé que lui, parce que le juif Mandel sera toujours soupçonné d'avoir fui la France pour l'étranger, alors que la poursuite du combat en Afrique du Nord, c'est-à-dire en France, paraît dans son cas beaucoup plus légitime. Ensuite, deuxième raison, parce que la propagande insensée que le régime de Vichy va développer contre les traîtres et les déserteurs du Massilia va réussir à faire oublier pour la suite de l'histoire, et même pour la période qui s'ouvre après la libération, qu'il s'agit là, dans le cas du Massilia, avec l'appel du 18 juin, de l'une des premières manifestations de la résistance. Et je suis très surpris pour ma part que cette dimension de l'histoire ne soit pas davantage connue et analysée aujourd'hui. Je ne reviens pas ici sur toutes les péripéties qui, de juin 40, en embarquant sur le Massilia jusqu'en août 1944, où Georges Huysmans revient à Paris, jalonnent ces 4 années au cours desquelles Georges Huysmans aurait dû mourir normalement, comme tant de ses amis et proches sont morts. Je n'évoquerai pas toutes ces aventures humaines, dramatiques, arrestations, emprisonnements, au travers desquelles la peur, voire la terreur, ont accompagné sa vie. Mais un mot sur sa vie clandestine, à partir de 1943 à Vaison-la-Romaine, où pendant 1 an, il vit caché, et notamment chez Madame Duc, dans sa ferme, avec comme seul contact les résistants auxquels il prodigue, vu son âge, conseils et réflexions. René Cassin, qui fut un ami très proche de mon grand-père, évoque ce moment dramatique sur sa tombe en janvier 1958. Pour moi, dit-il, j'ai connu sa famille, j'ai connu celle de sa femme, me rendant souvent compte que cette grande amitié, il la mettait au premier plan de son action. Et à la fin de la guerre, dit-il, il a failli sauver ma sœur. Pourchassé, menacé de déportation, il l'a rencontrée à Vaison-la-Romaine. Il savait qu'à côté des patriotes, il y avait des dénonciateurs. Il l'a supplié de disparaître au plus tôt. C'était trop tard. 1 heure après avoir rencontré Georges Huysmans, ma sœur a été prise, ainsi que son mari, et déportée en Allemagne. Un petit verre d'eau. Voilà, on ne sait jamais. Ce sur quoi je voudrais mettre l'accent, c'est sur le caractère impardonnable, à ses yeux, aux yeux de Georges Huysmans, de la collaboration avec le régime de Pétain, qui le suspend dès juillet 1940 de ses fonctions et très rapidement de ses droits civiques. Pour Georges Huysmans, accepter une responsabilité dans le gouvernement ou l'administration de Pétain, c'est souscrire à la fin du droit démocratique qui réglait la République jusque-là. Les amis d'avant-guerre, comme Cortot, qui se sont mis immédiatement au service de Pétain, ses propres collaborateurs, qui ont accepté de lui succéder, comme Jaujard, Hautecoeur ou son premier adjoint à la mairie de Valmondois,
René Brochet, qui devient délégué spécial du régime de Pétain, jamais il ne leur pardonnera et jamais leur proclamation de bonne foi ou de double jeu ne suffira à lui faire regagner son estime. Toutes ces interventions à partir de septembre 1944 tendront à souligner un refus radical de passer l'éponge sur les compromissions de l'occupation. Je cite le texte par lequel il intervient au conseil municipal du 7 octobre 1944 à Valmondois, après que le comité de libération l'accueille et le remette, le réinstalle en quelque sorte comme maire de Valmondois. Georges Huysmans remercie avec émotion le président du comité de libération, exprime à tous les camarades présents sa satisfaction de se retrouver parmi eux et d'avoir échappé à la Gestapo. Sur le terrain municipal, il pose ainsi le problème. La libération du territoire a été faite par le peuple, dont l'enthousiasme et l'ardeur ont facilité la tâche des armées alliées. Les nouveaux conseils municipaux doivent être la véritable émanation de la démocratie française, patriote, généreuse, avide de réformes profondes et de transformations sociales. Toute compromission avec les hommes et les partis qui ont été les serviteurs de Vichy, c'est-à-dire de l'Allemagne, doit être définitivement écartée. Et d'une certaine manière, à partir de la libération, Georges Huysmans va devenir la mauvaise conscience vivante de ses anciens amis ou collaborateurs, le rappel encore vivant de leur compromission avec le pétainisme. Ce que je veux souligner ici, c'est que l'histoire qui ne s'écrit pas après la guerre, l'histoire au travers de laquelle serait rappelée la responsabilité et le mérite de Georges Huysmans dans le sauvetage du patrimoine français ou dans la création du Festival de Cannes, elle ne s'écrit pas précisément parce qu'elle ferait alors remonter à la surface le fait que, sous le régime de Vichy, certains ont pris la place de personnalités qui ont été empêchées de poursuivre leur œuvre pour des raisons raciales ou politiques. Quand Georges Huysmans prendra conscience, et cela rapidement dès la libération, que l'on va dans un double mouvement, gommer de l'histoire tous ceux qui ont été évincés par Vichy et faire la part belle aux serviteurs de Pétain, sa colère sera inextinguible jusqu'à la fin de ses jours. Je rappelle au passage un exemple. En 1948, Georges Huysmans est conseiller d'État et à ce titre, il siège au Conseil général des bâtiments de France, 1948. On distribue lors d'une des séances un ouvrage qui suscite la colère de Georges Huysmans et qui justifie la lettre qu'il écrit immédiatement au ministre de l'Éducation nationale, M. Depreux, le 15 mars 1948. Je me permets très respectueusement d'attirer votre attention sur la question suivante. Vous savez que j'ai été directeur général des Beaux-Arts de février 1934 à juillet 1940. J'ai fait partie, avec Julien Quin, Henri Laugier et Longchambon, de la première charrette de fonctionnaires républicains révoqués par Vichy, dès l'accession au pouvoir de Pétain. Mon crime était de m'être embarqué sur le Massilia avec Mandel, Campanchi, Jean Zay, Delbos, Le Troquer et d'autres, pour continuer la guerre en Afrique du Nord. Quelle n'a pas été ma surprise, en ouvrant la notice historique sur le service des travaux des bâtiments civils et sur le Conseil général des bâtiments de France, de constater que mon nom en était systématiquement éliminé. Si vous ouvrez en effet cette brochure qui a été imprimée par la direction de l'architecture et qui constitue le type même d'une publication officielle, vous constaterez qu'on y cite à juste titre le nom de mes prédécesseurs, Paul Léon, Bollert. Après eux, on cite Louis Hautecoeur, nommé par Vichy à ma place et qui fut successivement directeur général puis secrétaire général des Beaux-Arts. Cette publication officielle, qui doit vraisemblablement viser l'impartialité, est donc exactement rédigée comme si, entre 1934 et le coup de force de Vichy, il n'y avait eu personne à la tête de la direction générale des Beaux-Arts.
Je ne me donnerai pas le ridicule de vous rappeler ici tout ce que j'ai fait pendant cette période pour la réorganisation du service des constructions de l'État, en liaison avec le Conseil général des bâtiments civils, dont j'étais le président. Il y a beaucoup plus grave, poursuit-il. Quand j'étais directeur général des Beaux-Arts, je travaillais naturellement sous l'autorité des ministres de l'Éducation nationale. De 1936 jusqu'au 1er septembre 1939, j'ai eu la fierté de collaborer avec Jean Zay, dont la largeur d'esprit et la rapidité de décision m'aidaient à vaincre la routine administrative et à transformer les services. Le nom de Jean Zay ne figure pas davantage dans ce petit volume. Il semble que pour ceux qui ont voulu retracer l'histoire du service des bâtiments civils et l'activité du Conseil général, M. Hautecoeur, collaborateur de Vichy, et les autorités vichysoises aient eu plus d'intérêt qu'un ministre républicain et son directeur général. Je souhaiterais que, par respect pour la mémoire de Jean Zay et par égard pour le dernier directeur général de la Troisième République, vous vouliez bien donner les instructions nécessaires pour que ce volume, manifestement tendancieux et volontairement inexact, fût définitivement retiré de la circulation. Je voudrais souligner ici à quel point la mort de Jean Zay a permis longtemps d'effacer une partie de l'histoire de celles et ceux qui ont travaillé avec lui. On l'a vu récemment, Hélène le rappelait, au cours de ce colloque organisé à Orléans sur le Festival de Cannes 1939. On le voit aujourd'hui sur le plan de sauvetage des œuvres d'art. Une certaine histoire s'écrit depuis la Libération. Une histoire que je qualifierais trop rapidement sans doute de gaulliste, c'est-à-dire imprégnée de l'esprit de réconciliation et de concorde nationale dans laquelle la mise à l'écart des serviteurs de l'État pétiniste sera pondérée par la nécessité de faire fonctionner l'État et par conséquent une certaine complaisance à l'égard de certains. C'est cette complaisance que n'accepta pas Georges Huysmans en découvrant notamment l'ampleur du massacre des Juifs en Europe, massacre qui justifiera son engagement dans les causes israélites jusqu'à la fin de sa vie. Au lieu de rédiger ses mémoires en 1954, comme il était temps de le faire, il entreprend d'écrire un ouvrage surprenant et qui m'a pour ma part décontenancé, La vie privée de Madame Roland, chez Hachette, dans la collection Les vies privées, dirigée par Francis Ambrière. Madame Roland est une figure qui avait déjà croisé la route de Georges Huysmans, puisque en 1929, il avait préfacé et édité les mémoires particuliers de Madame Roland. Je me suis interrogé sur les raisons de ce livre en 1954, qui paraît un peu futile en comparaison des réflexions qu'il aurait pu proposer à l'époque sur ses expériences et son histoire. À moins de risquer une hypothèse que j'esquisse ici. Madame Roland, épouse du ministre Roland, homme d'action et non de plume, se sent le devoir, au travers de ses mémoires, de rendre compte de l'œuvre politique et plus largement de la vie de son mari. Sans doute, ses écrits ne se limitent pas à cela. Elle manifeste une culture philosophique encyclopédiste tout à fait remarquable et lui donne une ambition personnelle qu'elle relate du fond de sa prison quelques jours avant sa mort. « S'il m'avait été donné de vivre, écrit-elle, je n'aurais plus eu, je crois, qu'une tentation, c'eût été de faire les annales du siècle et d'être la Macaulay de mon pays. J'allais dire le Tacite de la France, mais cela ne serait point modeste, et les polissons qui ne se piquent pas de lettres dans l'autre sens diraient qu'il me manque pour cela quelque chose. Je ne peux m'empêcher pour ma part de voir dans l'intérêt de mon grand-père pour les mémoires de Madame Roland comme un appel inconscient à ce que sa propre épouse, qu'il avait incité et encouragé à l'écriture, à 3 reprises, dans les contes et légendes du Moyen-Âge français, les récits et épisodes de la Révolution française et dans la petite histoire de la sculpture et de la peinture, que son épouse, donc, puisse un jour entreprendre de telles mémoires. La première occasion d'écrire ensemble l'avait été pour ces 3 ouvrages. J'en arrive à quelques mots de conclusion.
En 1954, je l'ai rappelé, Georges Huysmans considère que son activité fut dérisoire ou insignifiante depuis 1940 ou 1944. En vérité, je le rappelle ici, elle continua à être extrêmement fournie et tout à fait passionnante. Il préside dès 1946 le jury du Festival de Cannes, ainsi qu'en 1947 et en 1949. Il s'engage avec vigueur dans le sauvetage des Juifs d'Europe, en acceptant la présidence de l'OSE, en soutenant la création de l'État d'Israël, en devenant membre du conseil d'administration de l'Alliance israélite universelle, en présidant le comité du mémorial des Juifs déportés, ainsi que le comité pour la création du Musée national d'Israël. Comme conseiller d'État, il présidera la commission autorisant les Juifs de France à pouvoir changer de nom s'ils le désirent. Il préside aussi la commission de contrôle des films, dont il est limogé en 1950 pour ne pas avoir obéi aux injonctions du ministre MRP Tedjen. Il participe à la présidence collégiale de France Source et du Mouvement de la Paix. Il publie de nombreux livres, fait de nombreux voyages au cours desquels il prononce de très nombreuses conférences. Alors comment comprendre ce sentiment d'échec ou de vide qu'il exprime en 1954 ? Je n'ai pas retrouvé, dit-il, la France qui a été égorgée ou emprisonnée, comme vous voudrez, par des imbéciles ou des traîtres qui ont fondé cette caricature de régime dit républicain qu'ils appellent la 4e République. De 1940 à 1944, Georges Huysmans a rêvé de ce renouveau démocratique dont la libération devait être le cadre. Mais comme il l'écrit 10 ans après, en 1954, depuis la libération, la vie n'a plus pour moi aucune saveur, car je me trouve dans un monde qui n'est plus le mien. En 2002, j'ai publié dans une petite revue du Val d'Oise, Vivre en Val d'Oise, un article sur la libération à Valmondois, où je retrace, avec les éléments d'archives municipaux, les principaux événements de l'année 1944-1945. Quelques jours après la publication de l'article, je reçois une demande de rendez-vous en ma qualité de maire de Valmondois et d'auteur de cet article, de la part d'une habitante de Valmondois qui me dit tout de go « Vous n'étiez pas né en 1944. Vous ne savez pas comment ça s'est passé vraiment. Les jeunes résistants dont vous faites l'éloge n'étaient en réalité que de jeunes alcooliques qui ont tendu des femmes sur la place du village. » Subitement, la colère de Georges Huysmans m'est revenue et assis sur le même fauteuil de maire qu'il avait occupé 50 ans auparavant, je lui ai répondu « Madame, ma grand-mère maternelle, déportée et gazée à Auschwitz, n'a pas eu la chance d'être seulement tondue. Restons-en là. Cette violence incontrôlable dont j'ai hérité m'interdit de revendiquer toute objectivité concernant cette histoire. Comme Grégoire Kaufmann, faisant l'histoire de la résistance à l'Orient, dans laquelle son grand-père est l'acteur central, nous balançons, nous les petits-enfants peut-être, à 2 générations, nous balançons entre le roman familial et le roman national, avec pour seule ambition pour ma part d'être respectueux des valeurs de Georges Huysmans. Voilà.